j'espère que vous allez bien en ce mardi matin 9h pour ce café Graines de conscience. Petits yeux du mardi, toujours. Bienvenue aux Québécois qui nous regarderont en replay. Un petit bonjour spécial pour vous. Bienvenue également aux personnes qui n'étaient pas disponibles et qui nous regarderont en différé. N'hésitez pas toujours, même en différé, à faire un petit coucou quand vous passez, à commenter, à partager. J'ai toujours plaisir à vous lire, à vous saluer, vous le savez. Et puis pour ceux qui nous rejoignent en direct, dites-moi que vous êtes là, que je puisse vous saluer en espérant que à nouveau les commentaires fonctionnent parce que je vois que des gens arrivent et bien évidemment comme à chaque fois je ne vous vois pas. Alors je me rends compte que j'ai un petit souci de box, j'arrive tout de suite, je reconnecte ma box pour pouvoir accéder à mon PC. Tac, hop, voilà, que je puisse au moins regarder sur Facebook, sur mon ordinateur. Alors, bienvenue. Désolée si je ne vous salue pas encore, je ne vous vois pas pour changer. Je vais déposer une plainte auprès de Facebook. Non mais c'est quoi ces lives où on ne peut pas voir les gens qui viennent? On ne peut pas leur dire bonjour. Ça va pas du tout pour une communauté. Tac. Ça y est, ça se connecte. Désolée. Alors, tac. Ce que j'aimerais, c'est ne pas... Ah, on avait disparu. On est à nouveau là. Ah, ça y est, je vois vos commentaires. Salut Michel. Salut Sandrine. Salut Marlène. Oh, t'es mignonne. Salut Valérie. Ok, ça y est. Alors, je sais pas si j'ai loupé des premiers bonjours et je m'en excuse. Salut Astrid. Salut Sylviane. Salut Bérangère. Ah ben, je suis ravie, ça y est, je vous vois, on est sauvés. C'est quand même plus sympa quand je peux voir vos commentaires. Alors, on y va sur la thématique de cette semaine. Donc cette semaine, on parle de l'influence du transgénérationnel sur le développement et la mise en route, le développement de notre activité de thérapeute et de coach. Salut Camille, yes, tu as pu venir. Salut Nassima. J'imagine que vous m'entendez bien, sinon vous me feriez un petit mot. Donc c'est parfait. J'avais envie d'évoquer ce sujet. Bonjour Stéphanie, bienvenue. J'avais envie d'évoquer ce sujet avec vous, ce thème, alors qui est du coup un peu particulier aux thérapeutes, mais même si vous êtes particulier, c'est un sujet qui peut vous intéresser parce que vous allez pouvoir néanmoins faire des ponts avec votre vie, avec peut-être des blocages, des freins, des autosabotages aussi que vous pouvez identifier. Salut Katia, salut Gaëlle. C'est important parce que moi je remarque en fait beaucoup quand je travaille avec des professionnels, quand je travaille sur l'aspect libération émotionnelle, enfant intérieur, je me rends compte que, et même d'ailleurs dans l'aspect coaching, coaching d'activité, développement d'activité, parce qu'on va forcément explorer aussi ce genre de choses, et on se rend compte que, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de sabotages, inconscients qui sont liés à des mémoires transgénérationnelles, à des choses qui se sont passées dans la famille, à des croyances qui sont logées dans l'inconscient familial et qui se transmettent et qui font que la personne concernée soit, alors au contraire c'est un élément positif qui va, parce qu'il ne faut pas toujours voir le négatif, qui va venir créer un moteur aussi un moteur pour atteindre des résultats ou pour aller vers une réussite qui est celle de cette personne. Et puis très souvent, ça va créer des blocages, ça va créer des freins qui vont empêcher la personne de réussir, qui vont empêcher la personne de poser certaines actions qui sont nécessaires à sa réussite, bien parce que derrière, poser ces actions-là, ça représente en réalité d'autres choses et que ces autres choses, la personne ne perçoit pas que d'un point de vue inconscient,
ces autres choses représentent un danger, une peur, une loyauté. On va y venir. Salut Koucha. Salut, salut. Salut Emmanuel. Bon. Alors, juste en préambule, on va essayer de pas rester 1 heure ensemble. Juste, il y a une différence, voilà, j'aime bien la préciser, entre l'intergénérationnel et le transgénérationnel. L'intergénérationnel, c'est ce qui descend de génération en génération. Donc, c'est des générations qui se côtoient. Le transgénérationnel, c'est ce qui peut se transmettre avec des espaces générationnels qui fait qu'on peut hériter de choses, d'aïeux, de personnes qu'on n'a pas côtoyées. Alors, soit parce que ça redescend de génération en génération, donc de manière intergénérationnelle jusqu'à nous, soit parce que c'est dans l'inconscient familial ou c'est aussi au niveau génétique, puisqu'aujourd'hui l'épigénétique nous montre que les traumas sont inscrits en nous et qu'on les transmet à nos enfants. Donc soit c'est logé là et du coup eh bien ça saute des générations et on peut avoir hérité de choses qui sont qui sont en lien avec des choses qui se sont passées 5, 6, 7, 8, 9, 10 générations avant. Puis si on se place d'un point de vue plus spirituel, on le verra, eh bien oui, on peut aussi hériter de choses parce qu'on est en lien avec un aïeux en particulier qui a eu une histoire et qui, à travers nous, ou nous, parce que on a comme passé un contrat avec cette personne-là, eh bien on vient comme en mission pour réparer aussi quelque chose sur certains plans. On est tous concernés par le transgénérationnel. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas concerné par ça. Après que la personne n'ait pas envie d'aller l'explorer, c'est autre chose. Mais on hérite tous des histoires eh bien de nos ancêtres. Et sans le savoir, en fait, on revit leurs drames, leurs rêves, leur deuil non résolu. On est amené à revivre des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues, qui souvent ont été difficiles et qu'ils nous transmettent en fait. Et donc soit par voie intergénérationnelle, soit par voie transgénérationnelle. Et c'est comme si on avait des liens en fait avec ces gens-là et qu'on cherchait à réparer ou à s'inscrire dans des formes de loyauté donc qui viennent nous saboter. Et puis je le disais, d'un point de vue spirituel, on peut aussi se dire qu'on a passé des contrats peut-être avec certains de nos aïeux pour venir réparer des choses, pour venir vivre des choses à leur place. Et puis on peut aussi avoir des aïeux qui, j'allais dire, sont énergétiquement présents et qui essayent à travers nous de réparer des choses et qui peuvent venir nous saboter, d'où l'intérêt avec ces personnes-là, eh bien de pouvoir aussi les libérer et de pouvoir couper les liens toxiques avec ces personnes-là et de les laisser partir. C'est des choses aussi avec lesquelles travaillent les chamans depuis très très longtemps. Hein. Salut Carole, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour. Alors, on va pas faire un cours sur le transgénérationnel parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et puis c'est pas le but, mais l'idée c'est de vous donner des petites pistes pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, là ça me parle, là ça me parle » et que vous puissiez aller réfléchir de votre côté sur des choses. Parce que l'inconscient, il fonctionne de manière très subtile. Souvent, on voit les choses qui sont grosses comme des maisons et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus fines et puis surtout l'inconscient, en fait, va souvent combiner un certain nombre d'éléments ensemble qui, pris isolément, ont très peu de sens et finalement, lui, la combinaison qu'il en fait donne tout un sens qui va avoir beaucoup de conséquences sur nos croyances, nos actions, nos peurs, etc. Salut Christiane, pas de souci. Hey, hello Aude, bienvenue, welcome. Donc, déjà il y a les traumas.
Les traumas, ils sont, alors donc je vous le disais, au niveau de l'épigénétique, aujourd'hui, enfin aujourd'hui et puis depuis un moment, parce que ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, les scientifiques qui travaillent en épigénétique nous disent qu'effectivement les traumas sont, alors je vais peut-être pas utiliser les bons mots, je suis pas spécialiste de l'épigénétique, mais en gros les traumas, on peut les voir au niveau de certains éléments dans l'ADN, et ils se transmettent de génération en génération, et ils se transmettent de manière de plus en plus forte quand on descend les générations. C'est-à-dire qu'un traumatisme qui est arrivé sur une génération A, eh bien, au niveau ADN, l'ADN va être beaucoup plus marqué sur la génération D plutôt que sur la génération B ou C. C'est-à-dire que plus le traumatisme en fait descend, plus la marque au niveau génétique est présente et est profonde. Ce qui veut dire que au niveau de l'ADN, une arrière-petite-fille va, en tout cas au niveau cellulaire, avoir engrammé avec plus de force le traumatisme de son arrière-grand-mère. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a vécu, on est d'accord, mais ça veut dire que eh bien, potentiellement, elle peut être parasitée par des peurs, etc., qui ne sont pas les siennes et qui sont très présentes en elle. Et puis, comme je vous le disais, les traumatismes, ils sont aussi au niveau de l'inconscient familial. On est tous reliés. Nos inconscients individuels sont tous reliés entre eux. Au niveau universel, on est tous reliés, et on est aussi et plus particulièrement reliés au sein d'une même famille. Donc, eh bien, l'inconscient familial joue son rôle, c'est-à-dire qu'il y a c'est comme une, on va dire, l'inconscient familial serait comme une grosse sphère, et dans cette grosse sphère, eh bien, il y a tout ce que les gens ont vécu, toutes leurs peurs, leurs croyances, leur traumatisme, leur réussite aussi, tout leur succès, et puis tout ça, ça vit là-dedans. Et bien, on récupère en fait des choses. Et si on revient à l'entrepreneuriat, eh bien, ça peut être, je vais vous donner des exemples, bien sûr ils ne sont pas exhaustifs, et à vous d'aller peut-être creuser les choses, mais c'est pour vous donner des idées. Mais par exemple, si dans votre famille, vous avez quelqu'un à un moment donné, et ça peut être lointain, qui a fait une faillite, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où le salariat, c'est la norme. Mais fut une époque, beaucoup plus lointaine, où ce n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des commerces, qui faisaient de l'artisanat, etc. Donc, on a forcément, dans nos aïeux, des gens qui ont été, eh bien comme nous, entrepreneurs. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais en gros, entrepreneurs. Pour peu que vous ayez dans votre famille donc quelqu'un qui a eu une entreprise et qui a fait par exemple faillite, eh bien potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que c'est là que l'aspect spirituel, je trouve, est intéressant dans justement le transgénérationnel, c'est qu'on voit bien que les mémoires, il n'y a pas forcément de cohérence dans la manière dont elles se transmettent. Pourquoi est-ce que moi je vais avoir ça et pas mon frère, et que mon frère lui va avoir hérité de ça et pas moi? On ne sait pas, parce que on voit bien que les enfants d'une même famille, d'une même fratrie vont pas avoir hérité des mêmes mémoires. Donc si j'ai un aïeux qui a eu une entreprise puis qui a fait faillite, potentiellement, donc encore une fois je dis bien potentiellement, eh bien je peux avoir peur de gagner de l'argent par exemple, peur d'avoir de l'argent avec mon entreprise, parce qu'en fait je vais avoir la peur de tout perdre, et donc plutôt que de vivre cette situation de faillite où je vais tout perdre, eh bien je préfère surtout me préserver, et donc ne pas gagner d'argent ou ne pas en gagner trop, comme ça si jamais à un moment donné je n'en ai plus ou que tout s'écroule, eh bien je le vivrai beaucoup moins difficilement. Donc finalement, la peur de faire faillite, la peur de perdre tout du jour au lendemain, va générer chez moi eh bien, des stratégies inconscientes pour surtout ne pas faire rentrer trop d'argent, pour que le jour où cet argent va partir, s'il doit partir, et très souvent il y a une croyance qu'il va partir, eh bien je ne vais pas en souffrir.
Ça peut être en lien, cette faillite, avec la peur de l'image aussi que je vais renvoyer de moi. Si mon aïeux a fait faillite et puis que il a été jugé, critiqué, qu'il a perdu son statut social, que ça a eu plein de conséquences pour lui, je ne sais pas, que sa femme l'a quitté par exemple, tout un tas de choses, eh bien moi, je peux aussi avoir du coup engrammé tout ça et du coup ne pas vouloir que mon entreprise fonctionne parce que j'ai derrière la peur que si ça ne fonctionne pas, si du jour au lendemain ça s'écroule, eh bien je vais potentiellement être critiquée, être jugée, perdre mon statut social. Donc je préfère surtout pas rentrer là-dedans parce que derrière il y a de la honte, de la culpabilité qui est venue en fait pourrir cet événement, qui est venu teinter cet événement, on va dire, de manière plus jolie. Et du coup, moi qui suis en lien avec cet aïeux, cet événement, eh bien, je ne veux pas revivre ça. Et puis, voilà, la faillite peut entraîner plein de choses. Le fait, par exemple, d'avoir mis la faillite, hein, pas la personne, la faillite a pu mettre en péril la vie de la famille. Peut-être que les gens se sont mis à ne plus pouvoir bien se nourrir, bien se vêtir, ont peut-être perdu leur appartement, leur maison, etc. Et moi, j'hérite en fait de ça et de cette peur, du coup, de ce qu'engendre une faillite. Et donc, encore une fois, pour ne pas ressentir tout ce qu'engendre cette faillite en lien avec ce qui a été vécu par le passé, eh bien, je vais faire en sorte que mon entreprise ne grandisse pas trop ou ne grandisse pas du tout pour m'éviter en fait cette situation. Donc c'est une stratégie inconsciente qu'on appellerait aussi un auto-sabotage, mais qui vise en fait à se protéger de quelque chose que quelqu'un a vécu dans ma famille, moi non, mais j'ai du coup hérité de cette situation et de cette peur. Également, ce que j'ai pu voir aussi avec des personnes que j'ai pu accompagner, c'est les abus et les incestes. Les abus et les incestes peuvent engendrer une peur de la visibilité. Parce que être abusé, alors ça peut être dans l'histoire de la personne, hein, aussi, un entrepreneur qui a vécu ça quand il était petit, mais ça peut être dans sa famille, des situations d'abus d'inceste qui ont eu lieu. Et donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne la croyance que quand je suis visible et quand on me voit, eh bien, je suis en danger. Donc, du coup, je vais mettre en place des stratégies qui vont me permettre de ne pas être visible, de ne pas être vue. Comme ça, je sais que je suis protégée. Donc, potentiellement, eh bien, je ne vais pas mettre en place de communication, je ne vais pas me montrer, je vais espérer que les gens, juste avec ma fiche Google ou mon compte Doctolib, enfin, on n'a plus trop le droit d'y être, mais vont venir m'appeler. Et surtout, je vais rester dans mon petit coin. Mais parce qu'il y a cette mémoire-là qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, vous voyez, mais elle a à voir dans le sens où il y a la notion de visibilité. Et cette notion de visibilité, eh bien, elle est commune à l'abus, à l'inceste et puis à l'entrepreneuriat sur des plans qui sont totalement différents. Mais encore une fois, l'inconscient, lui, ne fait pas la part des choses. L'inconscient, il prend des éléments et dès lors qu'il voit qu'il y a comme une synergie à un moment donné, une résonance, bien hop, il assimile, il fait l'amalgame et il met en place plein de choses pour soit se protéger, soit reproduire, etc. Également avec des situations de maltraitance, si dans ma famille j'ai eu de la maltraitance, il y a eu des personnes qui ont été maltraitées, eh bien je peux, ou si moi-même, alors là on est plus sur le transgénérationnel, ça peut être moi-même en tant qu'enfant, mais s'il y a eu de la maltraitance, eh bien la maltraitance c'est pareil. Moi j'ai vu des personnes pour qui, eh bien en fait, comment dire, le fait de se cacher, c'était justement une protection. Parce que si je suis vue, eh bien je suis en danger de mort.
parce qu'il y a eu maltraitance, parce que quelqu'un a été violent à un moment donné dans la famille et que les gens, pour lui échapper, devaient se cacher. Peut-être que les enfants devaient s'enfermer dans la chambre, peut-être que la mère fermait la porte, etc. Et donc, ça a installé cette croyance inconsciente que si on me voit, si je sors, eh bien, je suis en danger de mort. Donc, du coup, je vais faire en sorte de ne pas sortir, de ne pas être vue pour me protéger et je vais aller le mettre en action en fait dans ma vie professionnelle aussi. Donc là, c'était plutôt tout ce qui est trauma, même si les choses se recoupent en fait. Ensuite, vous avez aussi les tâches, ce qu'on appelle les tâches inachevées. Et là, c'est quand finalement des personnes de notre famille n'ont pas été jusqu'au bout de quelque chose, avec derrière une forme de frustration. Et nous, on peut venir comme vouloir permettre à notre aïeux d'aller au bout de son rêve. Alors si je fais lien avec l'entrepreneuriat, pour pas partir dans des choses qui sont éloignées, eh bien par exemple, peut-être que je fais ce que je fais, mon métier, parce que j'ai un aïeux qui aurait voulu faire un métier un peu similaire ou qui s'en rapproche. Alors parfois, quand il y a 70 ans d'écart, c'est pas exactement les mêmes métiers. Des thérapeutes, par exemple, comme nous, il n'y en avait pas il y a 70 ans, mais peut-être que j'ai eu un aïeux qui voulait être médecin, être oui, dans le monde médical, par exemple, et puis qui n'a pas pu réaliser son rêve pour X ou Y raison. Et finalement, moi, je suis en train, sans m'en rendre compte, eh bien, de chercher à réaliser son rêve. Et encore une fois, là, ça peut être du coup moteur, dans le sens où, voilà, pour aller au bout du rêve de quelqu'un de ma famille, eh bien, je vais mettre en place plein de stratégies pour réussir. Le truc, c'est de savoir si c'est vraiment notre souhait ou si on le fait justement pour réparer, et auquel cas, on n'est peut-être pas aligné avec ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qui pourrait expliquer que ça ne fonctionne pas aussi. Parce que parfois on va dans des métiers pour répondre à certaines choses, certaines injonctions, certaines transmissions transgénérationnelles, et puis finalement on croit être à la bonne place et c'est pas vraiment la place où on devrait être, parce que en réalité c'est pas notre choix réel. Ça peut être aussi un aïeux qui a, encore une fois, dans les générations lointaines, il n'y avait pas autant de personnes salariées, donc ça peut être un aïeux qui a monté un commerce, qui a monté une entreprise artisanale et qui, pour X ou Y raison, a pas pu aller au bout. Et peut-être je cherche à réparer et au contraire, je m'inscris dans une loyauté. Donc je peux soit y aller, soit au contraire, eh bien faire en sorte de ne pas aller au bout moi-même parce que je vais m'inscrire dans la loyauté avec cet aïeux. Je vais chercher à ne pas faire mieux que lui. Donc du coup, comme lui, il n'y arrivait pas, eh bien moi non plus, je ne vais pas y arriver et je n'irai pas au bout de cette tâche, de ce rêve qui est de créer une entreprise prospère, de pouvoir en vivre, etc. Ouais, je vais y venir, je vais y venir. Ok, comment identifier et comment en sortir? J'essaye de m'en rappeler pour après. Il y a également dans le transgénérationnel ce qu'on appelle les syndromes anniversaires. Donc ça, c'est des dates qui se reproduisent dans l'arbre généalogique. Ça peut être des périodes aussi, à chaque période de Noël, ou à chaque fois qu'un enfant naît, il se passe ça, ou à chaque fois que quelqu'un meurt, il se passe ça, ou ça peut être aussi des espaces temporels, c'est-à-dire que des périodes. Par exemple, si dans ma famille, il y a eu quelqu'un qui a monté plusieurs entreprises et puis qu'à chaque fois, tous les 3 ans, son entreprise, il était obligé de déposer le bilan et puis du coup, il en crée une autre parce que peut-être il avait une âme d'entrepreneur et que 3 ans après, il en faisait une autre, puis qu'il y a eu des cycles comme ça dans sa vie entrepreneuriale de 3 ans, eh bien, possiblement, j'ai hérité de ça. Et moi aussi, eh bien, au bout de 3 ans, je vais devoir déposer le bilan, mettre la clé sous la porte, comme on dit, parce que je m'inscris dans
cette date anniversaire, cet espace-temps anniversaire, je m'inscris dans une forme de loyauté finalement, hein, parce que derrière, il y a tout ça, il y a ces histoires de loyauté. Il y a également les gens qui ont pu mourir dans des circonstances compliquées, qui peuvent être en lien avec l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle les mal-morts. Ça peut être le cas de gens qui se sont suicidés, par exemple, parce qu'ils ont fait faillite, parce qu'ils ont été démasqués, parce qu'ils ont fait des malversations. Ça peut être des gens qui ont été tués. Encore une fois, il faut toujours, avec le transgénérationnel, sortir de notre écosystème actuel, parce qu'il y a eu d'autres façons de fonctionner à d'autres époques. Et on pouvait, peut-être qu'on a un aïeux dans notre famille qui a été tué parce que, je ne sais pas, pour X ou Y raison, mais en lien avec son entreprise, son commerce, quelqu'un qui a pu être condamné à mort parce que je ne sais pas ce qu'il aurait fait ou ce qui se serait passé, mais tout ça, ça influe en fait parce que ça va générer derrière, potentiellement, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais du coup, on peut avoir tout ça qui vient nous parasiter dans nous, notre façon d'envisager l'entrepreneuriat. De manière consciente, on veut y arriver, on veut développer notre activité, on veut en vivre, on veut asseoir notre légitimité. Et de l'autre côté, on a des stratégies inconscientes qui viennent se mettre en place en écho à ça et bien au fait que potentiellement un de mes aïeux s'est suicidé parce qu'il a fait faillite. Alors moi, je ne veux surtout pas vivre ça. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de pas, comme je disais au début, de ne pas gagner d'argent pour ne pas vivre une faillite. Ou par exemple, je vais peut-être refuser des associations ou des opportunités d'associations qui pourraient être super bonnes pour moi et je vais rester très isolée, ce qui va m'empêcher de me développer parce que peut-être dans ma famille, il y a eu à un moment donné des associations qui sont mal passées avec des trahisons, avec des vols, etc. Et du coup, moi, j'essaye d'éviter ça. Il peut y avoir aussi des secrets, des tabous familiaux, des hontes. Tout se recoupe, hein, vous voyez, mais pareil, le suicide, ça peut être une honte. S'il y a eu des malversations, ça peut faire peser une honte. S'il y a eu des trahisons, ça peut aussi faire porter des hontes. Si on a un aïeux qui est parti avec la caisse de l'entreprise alors qu'il était, par exemple, j'avais eu ça, moi, un cas comme ça d'une cliente où elle avait, je crois que c'était son arrière-grand-père qui était parti avec la caisse de l'entreprise familiale et qui avait abandonné femme et enfant puis qui était parti refaire sa vie avec. Eh bien, elle, en fait, ça lui pesait parce que du coup, elle portait en elle cet événement, cette honte et elle mettait en place des stratégies pour ne pas réussir finalement sa vie entrepreneuriale parce qu'il y avait ce truc-là qui pesait sur elle. Ouais, exact. Alors Sandrine, très, très bien. En plus, tu vois, c'était un point que j'avais noté, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, dans les traumas, on a les spoliations. C'est vrai qu'au moment de la guerre, par exemple, si vous êtes d'une famille notamment juive, il se peut que dans vos aïeux, vous ayez quelqu'un qui a été spolié au moment de la guerre, à qui on a tout volé, et ça peut avoir créé un trauma qui fait que vous, ça vous empêche de développer votre entreprise parce qu'il y a le poids de cet événement en fait qui pèse sur vous, qui crée des peurs inconscientes et qui fait que eh bien, vous n'allez pas y aller parce que il y a eu à un moment donné une spoliation. Très, très, très bonne intervention, Sandrine, merci. Effectivement, je l'avais oublié. Et puis, il y a les loyautés. Alors, tu vois, c'est marrant, ça fait lien avec... Oui, exactement, Michel. Idem. Ça fait lien, Sandrine, aussi avec ce que... Encore une fois, les choses qui ne sont pas forcément en lien avec l'entrepreneuriat lui-même. Je vous parlais tout à l'heure des abus sexuels, de l'inceste, qui peut du coup engendrer la peur d'être visible et donc se répercuter sur eh bien, la visibilité
dans différentes sphères de vie et notamment la sphère entrepreneuriale, ce qui est un problème puisque quand on a une entreprise et qu'on a peur d'être visible, il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci. Moi, j'avais une cliente, par exemple, où dans ses aïeux, il y avait eu des déportations. Alors, c'était pas au niveau de cette guerre-là, mais bon, bref, il y avait eu des déportations et c'était quelqu'un où en fait sa famille avait fui tout le temps de pays en pays pour se protéger. Et du coup, c'était quelqu'un qui manquait de stabilité en fait dans toutes les sphères de sa vie. Elle changeait de conjoint régulièrement, elle changeait de travail régulièrement. Et puis quand elle a essayé de monter des entreprises, bah, c'est pareil. Du coup, elle n'y arrivait pas parce qu'en fait, elle était incapable au niveau inconscient de se poser et de construire quelque chose sur du long terme. Donc du coup, à chaque fois, elle échouait. Parce qu'en fait, elle était dans une forme de loyauté ou de peur liée à ces événements-là, mais qui faisait qu'elle était dans une stratégie de fuite inconsciente permanente et de fuite de la stabilité, parce que stabilité égale peur, égale danger, égale mort. Exactement, Katia. C'est que même si ça n'a pas l'air d'être en lien, eh bien, ça peut l'être. Et moi, très souvent, quand je travaille d'ailleurs avec des entrepreneurs sur ces aspects de libération émotionnelle, eh bien, en fait, ils viennent pas me voir pour le pro, hein, très souvent. Alors, soit ça peut être des personnes qui sont en formation avec moi, qui ont envie de faire les séances notamment d'identification, soit ça peut être des gens qui sont entrepreneurs, puis voilà, ils viennent pour autre chose. Et en fait, dans la séance, ben, ils prennent conscience qu'il y a des choses qu'ils mettent en place qui ne sont pas du tout en lien avec enfin, il y a des choses qui ne sont pas en lien avec l'entrepreneuriat et qui ont en fait des conséquences sur leur stratégie inconsciente dans leur manière de gérer leur entreprise. Alors attends Camille, dans une formation psychogénéalogie, il a été dit que l'équilibre est recherché dans l'arbre généalogique. Si un crime ou un méfait n'a pas été puni, un descendant peut avoir à rééquilibrer la balance et peut galérer sans savoir pourquoi. Par exemple, si l'ancêtre a fabriqué de faux billets sans s'être fait prendre, le descendant peut avoir de gros problèmes d'argent ou avec les banques. Exactement, exactement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des hontes, des culpabilités qu'on porte qui ne sont pas les nôtres et effectivement, il y a des formes de punition. C'est-à-dire que comme eh bien, il est parti avec la caisse, il a fait du mal autour de lui, il a mis sa famille en péril, etc. Il n'a pas été pris. Ben moi, en fait, je vais me mettre en situation où je vais me punir pour réparer, en fait, ce que cet aïeux a fait. Exactement. Oui, c'est clair, Katia, t'as raison. C'est nous la base. Donc c'est effectivement logique que ça parte de nous. Puis après, il y a toutes les croyances, hein, les croyances que être entrepreneur, eh bien, ça m'est arrivé récemment avec une cliente, c'est-à-dire qu'il y avait cette croyance que, enfin, en tout cas, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller développer son entreprise parce que dans sa famille, il y avait beaucoup d'entrepreneurs et que autour de ces entrepreneurs, il s'était passé pas mal de choses en lien avec l'amour. Et du coup, cette personne, eh bien, elle avait intégré que être entrepreneur, en fait, ça coupait la possibilité d'aimer ou d'être aimé. Parce que certains entrepreneurs avaient été aimés pour leur argent. Donc, il y avait des gens, enfin des femmes notamment, qui étaient restées avec ces hommes-là pour l'argent. Et puis, à l'inverse, il y avait des femmes qui avaient souffert parce que leur mari était, par exemple, très peu présent parce qu'il était entrepreneur. Donc, du coup, ça avait engrammé la croyance que eh bien, l'entrepreneuriat empêche de vivre une relation d'amour. Donc, tout ça faisait que, eh bien, elle mettait en place des stratégies pour éviter de tomber, j'allais dire de tomber réellement dans l'entrepreneuriat, d'avoir vraiment une entreprise à gérer, parce que derrière, c'était synonyme de je suis aimée pour mon argent ou je ne vais pas réussir à construire une relation d'amour. En tous les cas, ça coupait de l'amour véritable et de l'amour vrai. Et ça, c'est difficile de le voir quand on n'est pas avec quelqu'un qui vient
regarder en fait tout ce système-là et qui vient regarder les liens. Maria, tu dis, il paraît qu'on choisit son karma, on sait inconsciemment qu'on a des choses du passé à guérir. Non, enfin, disons que c'est dans notre inconscient, il se passe des choses, mais on le sait pas en fait, on le sait pas. Si je fais ci, alors j'aurai ça, exactement. Et sauf que c'est pas forcément en lien direct avec l'entreprise. Là oui, c'était des entrepreneurs, mais le lien n'était pas si évident que ça en fait, entre le fait que ces entrepreneurs-là dans la famille avaient eu des relations amoureuses qui étaient comme ça et que la personne puisse comprendre que en fait ce qui la bloquait dans son entrepreneuriat, c'était en lien avec les croyances que ça associait avec l'amour et que du coup cette personne elle avait envie d'aimer, d'être aimée, d'avoir des belles relations d'amour. Donc forcément si au fond d'elle elle est persuadée par son histoire familiale que être entrepreneur ça coupe de l'amour, elle n'a pas envie d'y aller. Elle n'a pas envie d'y aller. Alors du coup pour terminer, il est déjà 9h40, comment l'identifier? Eh bien je crois qu'il y avait une question qui était sur comment l'identifier. Alors, en travaillant en psychogénéalogie, en fait, vous pouvez aller travailler avec, avec les personnes que j'ai formées à la Libé. Donc, d'aller poser, en fait, son arbre psychogénéalogique, donc son arbre généalogique, d'aller travailler avec un thérapeute sur son histoire en fonction de tout ce que vous connaissez de l'histoire des gens, puis peut-être en allant questionner encore des parents, des grands-parents si vous pouvez, parfois on ne peut pas, et bien d'aller poser un maximum de choses et quelqu'un qui a été formé à ça va être capable de voir des choses que vous ne voyez pas parce qu'il a l'habitude, puis parce qu'il a une vision, on va dire, qui est moins prise dans l'émotionnel de la famille, donc forcément il y a des choses, quand c'est nous on ne le voit pas, hein. C'est pour ça qu'on va voir des thérapeutes, qu'on va voir des psys, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui a ce recul en fait. Y compris quand on est thérapeute, elle revient toujours avec son histoire de thérapeute qui doit travailler sur lui ou sur elle. Il y a des choses, on ne les voit pas. C'est parce que nous, on est dedans, on est dans notre émotionnel. Et même en étant thérapeute, on a besoin d'un autre thérapeute pour venir porter un regard beaucoup plus en recul. Ouais, j'arrive. Comment s'en sortir? Donc, posez cet arbre généalogique avec quelqu'un qui va vous aider à faire les liens psycho-émotionnels, psycho-affectifs, inconscients, toutes ces croyances qui ont pu se poser ou ces réparations, comme tu disais Camille, qui sont en jeu dans la balance de l'arbre généalogique pour voir les choses. Parfois, ouais, surtout quand on est thérapeute. Tu verras, Aude, je sais que c'est ta première, il y a 2 trucs qui reviennent tout le temps dans mon discours, c'est travail sur soi chez les thérapeutes et supervision. C'est les deux trucs sur lesquels je suis tout le temps en train d'insister, tellement c'est important et tellement il y a beaucoup de thérapeutes qui ne le font pas. Au détriment d'eux-mêmes et au détriment de leurs clients, malheureusement. Déjà, tu vois, Koucha, je sais plus, je crois que c'est Christelle, hein, je voudrais pas me tromper, depuis tout à l'heure j'ose pas t'appeler Christelle parce que j'ai un doute, mais je crois que c'est Christelle. Christelle, je tente ma chance. Des fois, le fait de juste, même si c'est un travail qui n'est pas forcément facile, de juste le voir et le comprendre, le conscientiser en fait, ça permet de libérer. Parfois, il suffit juste que ça remonte à la conscience parce que justement, comme c'est parfois lié à un devoir de mémoire ou lié à des réparations, comme disait Camille, des punitions mises en balance par rapport à des choses qui se sont passées, parfois il suffit que l'événement ou la chose émerge à la conscience et puis peut-être qu'elle soit posée avec la famille pour que eh bien, ça s'apaise et que ça disparaisse parce que finalement ce qu'il y avait à réparer a été réparé. S'il y a eu un tabou, un secret, quelque chose, et puis que finalement on arrive à mettre le doigt dessus, eh bien le fait de pouvoir le faire remonter au niveau conscient, au niveau familial, eh bien ça va permettre de réparer et du coup ça va permettre de se libérer de ça. Après on peut travailler aussi
en constellation familiale, on peut faire des constellations familiales pour aller faire émerger où est le problème et puis aller le libérer. On peut travailler quand on a identifié les choses. Moi, ce que je pratique et ce qu'on voit notamment dans la formation Libé, c'est d'aller d'aller justement travailler avec l'aïeux en question pour pouvoir le libérer de ce qu'il a à libérer et donc se libérer soi, couper les liens avec lui, énergétiques et inconscients, et puis de pouvoir lui permettre en fait de déposer ce qu'il a à déposer et puis de passer à autre chose, j'ai envie de dire. Et également ce qu'on utilise dans la formation, c'est l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, elle est géniale parce que c'est une hypnose en conscience et c'est une hypnose qui fonctionne par symbolisme. Et ce type d'hypnose permet en fait d'associer la conscience à l'inconscient. Donc la personne n'est pas du tout dissociée, elle est en état de conscience légèrement augmenté qui lui permet d'avoir conscience, de connecter à son inconscient de manière consciente. Ce qui fait qu'on peut aller par exemple visiter son arbre généalogique, on peut aller explorer son arbre généalogique et sans savoir ce qu'on va y trouver, on va y trouver des choses. Mais ça va apparaître de manière symbolique à travers des symboles, des choses, des objets, des formes, peu importe, il va se présenter des choses. Et en fait, l'inconscient met dans ces choses, dans ces symboles, eh bien, toutes les informations en lien avec l'événement traumatique, le nœud, la chose qui est à nettoyer ou à libérer. Et du coup, le thérapeute va guider, accompagner son client pour que son client puisse aller justement travailler sur ce symbole et pouvoir libérer ce qui est à libérer des informations qui sont contenues à l'intérieur. Donc l'hypnose humaniste, elle est super bien là-dessus et parfois c'est... souvent même quand on travaille sur la psychogénéalogie, c'est assez étonnant les symboles qu'on peut trouver et parfois ces symboles-là permettent de faire des liens avec des choses. C'est-à-dire que la personne n'avait pas du tout conscience d'événements qui avaient eu lieu dans sa famille et puis finalement en allant visiter dans cet état de conscience modifié avec cet accès aux symboles, elle va pouvoir en fait faire des liens avec des choses. C'est difficile de prendre des exemples parce que il y a des personnes, j'ai des exemples assez sur des personnes qui sont dans le groupe, donc je ne veux pas parler de ce qui s'est passé dans leur visite d'arbre généalogique, mais du coup, parfois, on peut tomber sur des symboles où, quand on les décrypte après, avec un thérapeute qui peut vous aider à les décrypter, eh bien, vous allez vous dire « Ah oui, mais effectivement, j'avais entendu parler de ça, je pense que ça veut dire ça. » Ou même au moment où vous rencontrez le symbole, c'est comme s'il y a un truc qui se passe et c'est « Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça veut dire ça. Ah oui, il y a eu un avortement. Ah oui, il y a eu... » Parce qu'il y a ça aussi. Et si j'ai créé une entreprise, j'ai un aïeux qui a créé une entreprise et puis il y a un enfant qui arrivait au même moment et non, c'était pas compatible, du coup l'aïeux a pris la décision d'avorter, de demander par exemple à son épouse d'avorter de cet enfant parce que c'était pas le bon moment. Eh bien, il peut y avoir des culpabilités par rapport à ça et comme disait Camille, on peut être en train d'essayer de réparer ça ou on peut avoir des peurs par rapport à ça qui fait qu'on ne va pas vouloir rentrer dans une stratégie de réussite par rapport à notre entrepreneuriat. Pour moi, non, Valérie. Pour moi, non. L'auto-hypnose, elle a beaucoup de limites, je trouve. L'auto-hypnose, elle est super pour de la relaxation, de la gestion d'émotions, en lien avec des événements, d'aller travailler dessus. Mais par contre, d'aller... Parce que ça nécessite quand même un lâcher-prise très fort. Et si tu n'as pas quelqu'un qui vient te questionner, parce qu'en hypnose humaniste, c'est ce qu'on fait. Le thérapeute n'induit pas, mais par contre, il va beaucoup questionner. Il va amener le client à vraiment matérialiser les choses. Si tu n'as pas quelqu'un en fait d'extérieur qui va te permettre d'être à la fois dans le lâcher-prise et en même temps pleinement dans ce que tu fais, à travers le questionnement justement,
t'arriveras pas à faire émerger ces symboles-là. Honnêtement, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Quand je vois tout ce qui peut remonter quand on travaille sur l'arbre généalogique en hypnose, tu pourras pas le faire toute seule. C'est pas possible. Alors, je regarde juste... Est-ce que... Marlène, tu dis c'est clair, sur mon arbre, je ne voyais rien. Quand ça a été mis en lumière avec ma psy, ça a tout changé. Bah voilà. De rien, Christelle. Bah, en fait, l'auto-hypnose, c'est vraiment top. Ça peut permettre de gérer pas mal de choses tout seul. Mais nous avons des garde-fous parce que toutes ces choses-là, on ne veut pas y accéder. En vrai, il y a des parts de nous qui ne veulent pas y accéder. Et c'est normal parce qu'on cherche à s'en protéger, parce qu'on en a peur ou parce qu'on veut rester dans des loyautés pour X ou Y raison. Et ces parts qui essayent de nous protéger ou en tout cas qui ferment les accès, en auto-hypnose, pour moi, ces parts-là, elles resteront très présentes. Alors qu'avec quelqu'un qui va justement permettre de lâcher, tout en étant présent, parce qu'en hypnose humaniste, on est conscient de ce qui se passe, on est pleinement conscient et même plus que conscient de ce qui se passe, eh bien on peut lâcher. Ouais, c'est ça, Michel. L'auto-hypnose, pour moi, c'est plutôt pour du recouvrant, effectivement, que pour du découvrant. Et c'est normal. Et c'est normal. Alors, l'hypnose spirituelle, Christelle, maintenant je t'appelle Christelle, alors j'espère que je ne me trompe pas. L'hypnose spirituelle, Christelle, je ne me suis jamais intéressée à ce type d'hypnose-là pour le moment. Donc, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être assez similaire de l'hypnose humaniste, parce que l'hypnose humaniste, l'idée, c'est de connecter à ton niveau de conscience plus haut pour pouvoir justement être au contact, alors à la fois de ton inconscient, mais aussi du champ informationnel de la grande conscience et de l'inconscient collectif. Donc ce qui fait que quand tu vas travailler en hypnose humaniste, alors là c'est pas en lien avec le transgénérationnel, mais on le voit, on le voit dans la formation, c'est que parfois du coup la personne, quand elle travaille en hypnose, elle va aller chercher des symboles qui sont dans l'inconscient collectif, ce qui fait que quand la personne ressort de sa séance d'hypnose, elle se dit que ce truc, ce symbole, elle ne comprend pas ce qu'il veut dire, elle ne comprend pas quel est le lien. Puis finalement, quand on va décrypter ce symbole-là avec elle, on va se rendre compte que ça vient, je sais pas, d'une légende de je ne sais quel pays, de je ne sais quelle époque, et que, en fait, c'est totalement en résonance avec son histoire. Donc je pense que c'est assez proche. C'est cool. Bon, bah voilà, alors, faut que je retienne, c'est pas Christelle, c'est cool. Bon, voilà. On va s'arrêter là, parce que là, c'était un peu long, comme d'habitude. Pour les personnes qui veulent me rejoindre, les thérapeutes qui veulent me rejoindre sur Zoom maintenant, eh bien, vous avez le lien juste en haut. Et sinon, vous avez le lien juste en haut, donc récupérez-le. Et puis moi je vous retrouve de l'autre côté, donc en dehors du groupe. Et puis sinon, pour tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau sujet, je ne sais pas encore lequel. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en venant me voir en MP pour me proposer un sujet. Ce sera avec grand plaisir. J'espère que ça vous a donné des pistes. Prenez le temps, posez votre arbre généalogique, allez poser des choses, essayez de faire des liens. Et puis, c'est des choses que vous pouvez travailler avec les thérapeutes libés, si vous en avez envie aussi. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao!